Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Collection. Justice internationale. Dirigée par Joseph Bemba. La collection Justice internationale, des éditions L'Harmattan se fixe avant tout pour but d'être un témoin privilégié de l'évolution de la justice internationale, et les sujets connexes dans un monde marqué par le passage presque inespéré de la mondialisation des injustices à l'émergence d'une mondialisation de la justice. Elle est une contribution au devoir de mémoire auquel est tenue l'humanité entière, singulièrement depuis l'entrée en fonction de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un nouveau système juridictionnel permet d'appliquer le droit international à des personnes physiques incluant les plus hauts responsables politiques et militaires qui se sont rendus coupables des crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression, autres violations graves du droit international humanitaire, et ce, indépendamment du bon vouloir des États concernés. On mesure le chemin parcouru depuis Nuremberg et Tokyo, et celui qui reste à parcourir pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, les droits de ces victimes qui doivent enfin pouvoir obtenir justice et laisser à nos enfants et petits-enfants un monde nouveau où s'appliquera la règle du droit et de la justice. Ainsi le XXIe siècle sera le siècle de la justice internationale. Dans cette perspective, la collection Justice internationale, qui concerne l'ensemble des juridictions internationales pénales et non pénales, y compris les juridictions régionales et les tribunaux spéciaux établis ou parrainés par les Nations Unies, est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle est susceptible de rassembler des recherches originales tirées notamment des travaux de doctorat, des ouvrages collectifs et entend faire une place importante aux commentaires des décisions de la justice internationale, au règlement des différends par l'arbitrage international ainsi qu'aux contributions mettant l'accent sur l'apport de la francophonie dans la lutte contre l'impunité. Le but fondamental de la collection est d'informer sur l'évolution de la justice internationale et les sujets connexes, et de contribuer, par ses publications, à ce que la justice internationale devienne une justice au quotidien. Remerciements. Il serait possible de dire que, comme l'on se retrouve seul face à l'immensité de l'océan, l'on est seul devant son ouvrage. Pourtant ce travail, qui trouve son origine dans un mémoire de recherche, n'aurait pu se réaliser sans le soutien de plusieurs personnes phares. Je tiens tout particulièrement à remercier mon directeur de mémoire, M. Devin, pour ses précieux conseils au fil des flots de ma réflexion. Je suis aussi redevable aux enseignants et à l'administration du Master Recherche en Relations internationales, ainsi qu'à l'atelier de cartographie, notamment à Patrice Mitrano, pour la création des cartes et des graphiques, instruments de navigation indispensables pour illustrer la complexité du droit de la mer. J'exprime ma grande reconnaissance envers les personnes qui, au cours de ce périple, ont très gentiment accepté de me recevoir et ce, malgré un emploi du temps souvent chargé, afin de partager avec moi leur passion du droit de la mer, et en particulier M. Jarmache qui a bien voulu participer à la soutenance du mémoire. Je souhaite aussi remercier ma famille pour son soutien et ses conseils, ainsi que mes amis, compagnons de route de Sciences Po et d'ailleurs. Enfin, un immense merci à Steven qui, bien que la mer ne soit pas son élément de prédilection, a accepté de se plonger dans le droit de la mer pour relire ce travail. Préface. Négocié au cours des années 70, dans le contexte de la revendication des pays du tiers-monde en faveur d'un nouvel ordre économique international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dite Convention de Montego Bay, CMB, du lieu en Jamaïque, où elle fut signée, constitue une tentative ambitieuse de construire un ordre international des océans. Adoptée en 1982 après 10 ans de négociations laborieuses, renégociée âprement sur la question du régime d'exploitation des fonds marins, elle entre en vigueur le 16 novembre 1994. Largement ratifiée, à l'exception notable des États-Unis qui la soutiennent pourtant globalement, elle demeure diversement interprétée 17 ans plus tard. Irrésistible poussée de l'appropriation étatique des espaces maritimes par l'extension de la mer territoriale, pour les uns,
nouvelle avancée de la notion de patrimoine commun de l'humanité à travers l'esquisse d'un régime juridique des grands fonds marins pour les autres. Quel bilan peut-on faire de ce fragile compromis, entre une approche libérale et une conception communautariste des espaces maritimes, qui est censé arbitrer et encadrer les prétentions des États dans un domaine, le droit de la mer, où les revendications sont fortement concurrentielles ? Telle est la question au centre de cet ouvrage. Pour y répondre, Leslie Tan Duvik-Paoli appréhende la CMB comme un système en mouvement, à la fois instrument, producteur de normes et configuration d'acteurs, expression de multiples instances de gouvernance. Sur un terrain exploré de manière extensive et compétente par de nombreux juristes, l'approche proposée ici privilégie moins les règles de droit que les usages qui tendent à en être faits par les États et les organisations internationales concernées. Il est suffisamment rare que le politiste s'aventure dans des domaines d'expertise traditionnellement réservés aux juristes pour que l'exercice mérite d'être signalé. Son apport aussi, une réflexion sur ce que signifie pratiquement la notion de régulation s'agissant du rôle attendu d'une convention internationale. Avec le recul du temps, Leslie Ann Duvik-Paoli soutient que la fonction régulatrice de la CMB a été globalement positive. D'une part et d'une manière qui peut sembler paradoxale, la privatisation des océans à travers l'attribution aux États côtiers d'une zone économique exclusive, ZEE, et l'extension possible de leur plateau continental, a contribué à responsabiliser les dits États et à protéger l'espace de la haute mer d'une appropriation indéfinie. D'autre part, la multiplicité des sous-systèmes qui gravitent dans et autour de la CMB témoigne, même si très imparfaitement, de l'émergence d'une dynamique d'institutionnalisation des contentieux et peut-être, à terme, d'une approche plus intégrée des affaires maritimes. Bien que l'auteur reste prudente et nuancée dans ses observations, on pourra objecter qu'il s'agit là d'un constat bien optimiste. Le compartimentage de la mer semble traduire un grignotage progressif de la surface des océans par les souverainetés étatiques. En 2011, l'ensemble des ZEE représente environ 40% de la surface totale des océans. Les multiples niveaux et instances de la régulation paraissent offrir aux acteurs un grand nombre d'opportunités pour échapper à leurs obligations ou les respecter au moindre coût. Phénomène du forum shopping, la solidarité internationale pour la gestion des fonds marins, l'autorité internationale des fonds marins, tarde à devenir opérationnelle. Les prises de décision demeurent principalement sectorielles et relèguent l'approche intégrée à un avenir lointain. Néanmoins, tout l'intérêt de l'analyse proposée dans ce livre consiste à souligner l'ambivalence de ces difficultés et la capacité des acteurs à en faire des motifs de nouvelles négociations. À l'instar d'autres conventions internationales, la régulation attendue de la CMB doit compter autant avec ses dispositions propres qu'avec des biais indirects et des effets inattendus. À l'heure où sont examinées de multiples demandes d'extension du plateau continental 1, la thèse de Leslie Ann Duvik-Paoli sera sans doute mise à l'épreuve. On se demandera si l'encadrement de la course aux ressources organisée par la CMB favorise des comportements coopératifs et responsables, ou bien s'il se révèle impuissant à réduire de nouvelles tensions. La réponse risque d'être balancée et pour le comprendre, il est indispensable de lire ce qui suit. Guillaume Devin, professeur de sciences politiques. Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Introduction. Les océans, cœur de la vie et de la mondialisation. Immense étendue équivalent à 360 millions de kilomètres d'eau. Les mers et océans représentent 71% de la surface du globe et hébergent plus de 250 000 espèces animales et végétales identifiées. La vie humaine est également tributaire de ces espaces, source de l'oxygène dont dépend la vie sur Terre. Ils apportent aussi 20% de la consommation mondiale de protéines animales 2, 35% de la production mondiale de pétrole 3 et 11% du gaz naturel 4. Les océans contiennent aussi de l'or, des diamants et des perles, de l'uranium et du nickel, du sel et de l'iode. Symbole de l'importance de cet espace, la moitié de la population mondiale vit sur une bande de 50 km le long des côtes. En outre, l'avenir de l'humanité pourrait bien dépendre des ressources des fonds marins, dont 90% restent encore inconnus, mais dont les potentialités font rêver. Exploitation des nodules polymétalliques pour un approvisionnement en métaux,
utilisation des sources d'énergie thermique, de la houle et des marées, ou encore ressources génétiques prometteuses pour la fabrication de médicaments ou de procédés industriels nouveaux. La mondialisation repose en grande partie sur les océans, la liberté de navigation s'avérant centrale pour permettre les échanges internationaux. La marinisation de nos économies est de plus en plus évidente. Depuis 1945, le trafic maritime double tous les 10 ans 6, et plus de 90% du commerce international emprunte aujourd'hui les voies maritimes, certaines étant tellement fréquentées qu'on les nomme autoroutes de la mer 7. En effet, le transport aérien ne convient que pour les biens peu encombrants et représente aujourd'hui seulement 1% du commerce maritime international en volume. De même, le coût du transport terrestre reste bien plus élevé. Le transport maritime permet quant à lui de déplacer des marchandises à faible coût, notamment grâce à la standardisation qu'apporte la généralisation des porte-conteneurs. Source de puissance économique et commerciale, l'espace maritime est également stratégique. Instrument de l'équilibre nucléaire en abritant les capacités de seconde frappe, il permet aussi une projection rapide des forces militaires en cas de conflit pour y participer ou au contraire pour intervenir dans la gestion des crises. La Convention de l'ONU sur le droit de la mer, Constitution des océans. À la fois route commerciale, lieu de ressources halieutiques et minières et facteur de puissance, les espaces marins ont été très tôt soumis à l'appétit des États, revendiquant à la fois l'assurance d'une navigation libre de leurs marines militaires et marchandes mais aussi cherchant à étendre leur pouvoir de juridiction sur les espaces maritimes s'étendant au-delà de leurs côtes. Le grand juriste René-Jean Dupuy déclarait ainsi : « La mer a toujours été battue par deux grands vents contraires. Le vent du large, qui souffle vers la terre, est celui de la liberté. Le vent de la terre vers le large est porteur des souverainetés. Le droit de la mer s'est toujours trouvé au cœur des affrontements 8. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 9, fruit de 9 ans de pourparlers, 1973 à 1982, a réussi à trouver un compromis entre ces deux logiques. En dépit de négociations laborieuses, la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui aboutit à la Convention, a pu être qualifiée de « conférence du siècle » 10, mettant ainsi en avant son extraordinaire ampleur, la plus longue conférence pour l'élaboration d'un traité et son apport majeur dans l'évolution du droit de la mer. Ouverte à la signature à Montego Bay, Jamaïque, le 10 décembre 1982, la Convention entre en vigueur le 16 novembre 1994 11. Texte de 320 articles et 9 annexes, complété par 2 accords d'application 12. La Convention est considérée comme une constitution des océans 13 car elle réussit à encadrer la grande majorité des activités liées à la mer. Elle dresse notamment une nouvelle typologie des espaces maritimes. Elle délimite la mer territoriale à 12 000 marins 14 à partir des côtes, donne la possibilité de déclarer une zone économique exclusive, ZEE, jusqu'à 200 000 marins dans laquelle un État possède des droits souverains sur les ressources, et permet à un État d'élargir son plateau continental, qui désigne le sol et le sous-sol marin s'il est possible de prouver que le plateau continental est étant géologiquement au-delà des 200 000 autorisés 15. Elle est aussi le garant de la liberté de navigation en assurant l'ouverture des détroits internationaux au passage des navires, et tient compte des particularités géographiques des États, archipels ou États enclavés. Enfin, elle crée de nouvelles obligations pour les États, dont celle de protéger l'environnement marin. En outre, la Convention crée 3 nouvelles institutions. Le Tribunal international du droit de la mer, TIDM, en charge des règlements des différends touchant à ce domaine, la Commission des limites du plateau continental, CLPC, à laquelle les États soumettent leurs demandes d'extension du plateau continental à plus de 200 000, et enfin l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, chargée de gérer la zone internationale des fonds marins au-delà des juridictions nationales, dite aussi la zone, qui, déclarée patrimoine commun de l'humanité, doit être exploitée au profit de l'humanité. Les enjeux de recherche. Cet ouvrage vise à contribuer à l'analyse, encore lacunaire, du domaine maritime par les sciences sociales. Si l'intérêt stratégique des océans n'est plus approuvé, l'on assiste à un désintérêt des hommes politiques et des chercheurs en sciences sociales pour les problématiques maritimes à propos desquelles il existe un manque patent d'instituts de recherche et de spécialistes.
Alors qu'elle dispose du second espace maritime mondial et a l'une des meilleures marines marchandes et militaires, la France a tendance à ignorer ces espaces maritimes, à l'image de sa politique maritime qui doit donner une vision stratégique d'ensemble sur les problématiques maritimes mais qui n'a été élaborée que très tard, en décembre 2009. Concernant plus précisément la Convention, une littérature juridique abondante a décrit 3 périodes clés dans l'évolution du texte. L'euphorie pendant les négociations de la Convention, le scepticisme des années 1980 concernant l'entrée en vigueur de la Convention, et enfin les commentaires sur le début des institutions créées par la Convention ont été la source de multiples travaux. Depuis le début des années 2000, l'on assiste à une véritable baisse d'intérêt pour les questions de droit de la mer. Suite à la mise en place des institutions créées par la Convention et à l'universalisation des principes de celle-ci, le droit de la mer apparaît pour beaucoup comme une question réglée. Or, ce n'est pas le cas car la Convention se trouve aujourd'hui soumise à de nouveaux enjeux, ceux très médiatiques, du changement climatique, de la piraterie ou de l'Arctique, ou ceux, moins connus, des ressources génétiques. Avant de s'intéresser aux problèmes de l'avenir, il est nécessaire de combler un vide dans la littérature en dressant un bilan de la Convention suite à 17 années de fonctionnement, ce que cette étude se propose de faire. Un tel bilan est particulièrement pertinent pour évaluer une convention connue, tant pour ses difficultés de négociation et pour les risques de son échec face au refus des puissances occidentales d'adhérer au texte négocié, que pour la réussite du consensus qu'il a réussi à créer et pour ses propositions innovantes. Le choix de traiter de la Convention dans son ensemble fait l'originalité du travail, les études de la Convention se limitant à l'analyse d'un aspect particulier du texte, et s'inscrit dans la logique des négociateurs de considérer la Convention comme un tout, dont les dispositions ne peuvent être envisagées séparément. Ce choix dessine néanmoins aussi les limites de l'étude. Puisqu'il ne sera pas possible d'analyser toutes les dispositions en détail, ce travail devra parfois se contenter d'être schématique et ne prétend nullement fournir un éclairage exhaustif des questions de droit de la mer. Ce travail de recherche trouve son origine dans des sources variées, notamment dans une analyse des multiples rapports de l'ONU portant sur le droit de la mer depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1994, rapport très peu exploité par les chercheurs. En outre, divers entretiens avec des responsables du droit de la mer au sein de ministères français et britanniques et des institutions européennes et onusiennes ont permis de compléter ces rapports et de rendre compte de certaines visions étatiques et multilatérales du droit de la mer. Il conviendra de noter que certaines personnes n'ont pas souhaité être identifiées et ne figurent donc pas dans la liste des entretiens fournis en bibliographie. Les entretiens effectués ont bien entendu leurs limites, car il faudrait les compléter par des entretiens avec des responsables de pays qui ont des intérêts totalement différents, des petits pays par exemple, ou une conception du droit de la mer différente, comme les pays d'Amérique latine qui ont une conception très patrimoniale. De plus, les personnes chargées des questions du droit de la mer qui ont été rencontrées n'ont pas toujours pu expliquer la politique de leur pays ou de leur institution depuis l'entrée en vigueur de la Convention, car ils n'ont généralement pas couvert l'ensemble de la période 1994 à 2010 au poste qu'ils occupent actuellement. Il conviendrait donc de rencontrer leurs prédécesseurs. Des sources secondaires, principalement juridiques, traitant de certains aspects particuliers de la Convention, ont aussi complété ce travail. Cet ouvrage vise à effectuer une synthèse peu commune et à transcender des frontières disciplinaires artificiellement tracées. Le droit de la mer est un champ pluridisciplinaire qui demande un recours au droit, aux sciences ou encore à l'économie. Suivant cette image, ce travail souhaite lier sciences politiques et droit international, en analysant un texte juridique avec des concepts de sciences politiques. Or, la science politique, via les théories des relations internationales, a longtemps ignoré le rôle du droit international. Un rapprochement tend néanmoins à s'opérer actuellement, chaque discipline ayant pris conscience de l'intérêt de l'autre champ. Ce travail s'inscrit dans cette volonté et cherche à montrer que le droit international de la Convention permet, grâce à un encadrement par des règles et des pratiques institutionnelles, une régulation modératrice de l'action politique étatique et assure une stabilité des relations internationales. De la pertinence de la notion de régulation. Il fallait trouver un cadre d'analyse dans lequel mener la réflexion,
qui ne pouvait bien entendu pas s'inscrire dans le cadre d'une théorie des relations internationales, toute quasi muette à ce sujet. Pour rendre compte des conclusions, il a été choisi d'utiliser la notion de régulation. Transposer le terme de régulation au plan international pourrait paraître osé car le terme est souvent utilisé mais rarement défini, et reste vague même en droit interne. Ce concept est omniprésent dans de nombreuses disciplines, droit et sciences politiques n'y échappent pas. Néanmoins, il n'est que très rarement étudié au niveau international. Il n'existe pas à notre connaissance d'ouvrage complet portant sur l'application de ce concept au niveau mondial, mais soulignons néanmoins la réflexion menée sur le concept au sein du séminaire, les régulations mondiales en question, acteurs et processus, de l'équipe Relations internationales du laboratoire Spirit à l'Institut d'études politiques de Bordeaux 17. Loin d'être une réflexion théorique sur un concept nouvellement introduit dans l'analyse des relations internationales, ce travail vise à prendre le droit de la mer comme une illustration de l'application du concept à l'échelle mondiale. Les 3 définitions de la régulation données par Robert Baldwin, qui vont d'une définition restreinte à une définition plus vaste, peuvent servir de point de départ. R. Baldwin envisage la régulation comme a. Une forme spécifique de la gouvernance, a set of authoritative rules often accompanied by some administrative agency, for monitoring and enforcing compliance. B. L'ensemble des efforts des agences étatiques pour piloter l'économie. C. Tous les mécanismes de contrôle social 18. La deuxième définition ne peut s'appliquer à ce cas d'étude puisqu'elle concerne les questions uniquement économiques, et la troisième définition semble trop large pour être réellement pertinente. Cependant, la première définition s'accorde parfaitement avec l'étude de la Convention. Utiliser cette acception donne un intérêt particulier à l'usage du concept de régulation. Elle permet en effet de s'interroger à la fois aux règles, rules, que la Convention met en place mais aussi sur les institutions, agencies, en s'intéressant aux perceptions des États face à la normativité de ce droit, compliance. Cette définition en 3 éléments, normes, agences, contrôle de la conformité, est à rapprocher de celle élaborée par Guillaume Devin qui énonce un fonctionnement ternaire de la régulation comme A, une activité B qui s'effectue par des agents C à travers des instruments 19. Ces 3 composantes, qui seront adaptées ici quelque peu, sont des outils pertinents pour dresser un bilan de la Convention. Tout d'abord, il résulte de cette définition que la régulation est une activité qui crée de l'ordre et de la stabilité 20. Il s'agira donc d'étudier l'effet de la Convention sur les relations interétatiques. En suggérant un mouvement, la notion de régulation n'exige pas que la stabilité soit parfaite, uniquement qu'elle soit en train de se créer. Cela permet de ne pas observer les conséquences du texte de manière statique, en se restreignant à une simple analyse de conformité des pratiques étatiques au texte. Ensuite, la régulation, se définissant aussi par les agents de l'activité que sont ici les organisations internationales, donne la possibilité d'analyser les institutions et leur fonctionnement. Les agents sont ici particulièrement intéressants car ils sont composés des objets de la régulation, les États. La distinction régulateur-régulé est donc difficile à effectuer. Enfin, la régulation internationale passe par des instruments normatifs. Il s'agira donc de démontrer que la Convention est un instrument normatif, accepté et respecté. Contrairement au concept de gouvernance qui implique uniquement un acte de direction, la régulation concerne aussi les règles, donnant ainsi l'occasion de s'intéresser au texte de la Convention en lui-même. Par conséquent, le concept de régulation a le mérite de rendre compte à la fois du texte et du système autour du texte. Il met l'accent sur l'action et les acteurs, sans laisser imaginer que le droit de la mer est un domaine statique où tout est réglé, mais donnant l'occasion d'étudier une convention autour de laquelle existe un mouvement permanent. Démonstration, une régulation par des biais indirects ou paradoxaux. En cherchant à qualifier le lien entre la convention et le concept de régulation, il est possible d'être à première vue tenté de croire que la régulation au niveau international échoue. En effet, si la régulation existe, elle s'effectue par des biais indirects, voire paradoxaux, qui peuvent induire en erreur. Le propos se divisera en 2 parties. La première sera plutôt centrée sur les questions de délimitation des espaces maritimes,
un domaine dans lequel la Convention a réussi à s'imposer avec des dispositions acceptées des États, et qui ne semble pas faire de difficultés majeures. La seconde s'intéressera davantage aux systèmes opérant autour de la Convention s'intéressant à des enjeux plus problématiques, et en particulier à la protection de l'environnement, une réelle innovation en faveur du développement du droit de l'environnement. Très schématique, cette division permettra de structurer ce travail mais ne saurait être manichéenne car les deux sujets ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Une première partie démontrera que la régulation se réalise par un biais au premier abord inattendu. Elle prend la forme d'une appropriation étatique des océans, exacerbant les sentiments de souveraineté, mais encadrée par un système de règlement des différends astucieux. La philosophie même des négociations se retrouve ici. Imposer un ordre afin de réduire les possibilités d'anarchie sur les océans, tout en laissant une certaine liberté aux États afin qu'ils acceptent cette limitation de leur souveraineté. La seconde partie visera à voir comment la régulation n'a pu s'opérer que par la fragmentation et la multiplication des institutions chargées du droit de la mer. Ce phénomène est lié à la fois au fait que le droit de la mer est un champ pluridisciplinaire qui nécessite des actions dans différents domaines, et au fait que les États cherchent à choisir les institutions qui doivent leur imposer des normes. Première partie, l'encadrement d'une souveraineté exacerbée. Le droit de la mer constitue l'une des branches les plus anciennes du droit international public. Énoncé par Grotius au XVIIe siècle, le principe de liberté des mers a longtemps été la règle qui gouvernait les océans. Suite aux progrès technologiques effectués en matière de navigation puis d'exploitation des ressources marines, les intérêts nationaux en jeu se sont multipliés. Les sentiments de souveraineté des États se sont exacerbés, comme l'illustre une multitude d'actes unilatéraux visant à s'approprier un espace qui n'appartenait encore à personne. Cette partie sera principalement centrée sur les réponses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.